Comment se déroulera une saison culturelle ukrainienne en France, intitulée Le voyage en Ukraine? Pourquoi la culture est-elle importante pour la résistance d'un peuple? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Eva Nguyen Bin, présidente de l'Institut français. Avec la délégation française, Eva est à Kiev et elle annonce la saison qui rend hommage à la résilience du peuple ukrainien face à la guerre russe. Bonjour Eva, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. Vous êtes présidente de l'Institut français, nous nous retrouvons à Kiev, capitale ukrainienne, et vous êtes ici à raison de cette saison ukrainienne qui va bientôt s'ouvrir à Paris. Ma première question à vous, pourquoi cet intérêt et ce soutien de l'Institut français pour la saison ukrainienne en France? Pourquoi cette solidarité entre deux cultures est importante aujourd'hui? Bonjour Tetiana, d'abord merci de votre invitation pour ce podcast. Alors, c'est pas la solidarité de l'Institut français, c'est la solidarité de la France, je dois dire. C'est vraiment... c'est la solidarité, mais c'est aussi l'intérêt pour la culture ukrainienne. Je crois que, peut-être je vais rappeler très brièvement que l'Institut français, c'est une institution qui travaille pour le compte du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, pour mieux faire connaître la culture et la langue française à l'étranger, mais aussi pour contribuer au dialogue interculturel entre la France et ses partenaires. Et donc, évidemment, c'était important d'avoir ce dialogue avec l'Ukraine. Et je dois dire que c'est aussi le fruit d'un chemin qui d'ailleurs est antérieur à la guerre totale, puisqu'on a un institut français ici en Ukraine, à Kiev. Il y avait un printemps français à Kiev, mais je dois dire qu'il y avait ce printemps français à Kiev, mais il n'y avait pas l'équivalent en France. Et il faut dire aussi que lorsque la guerre totale en Ukraine a été déclenchée par la Russie, beaucoup d'institutions culturelles se sont tournées vers nous, Institut français, en nous disant mais finalement c'est quoi l'Ukraine? On veut faire des événements de soutien à l'Ukraine, mais c'est qui les artistes ukrainiens? On ne les connaît pas. Et il se trouve que dans notre équipe à Paris, nous avons un spécialiste de l'Ukraine, Francky Blando, qui était ici attaché culturel, qui a longtemps vécu en Ukraine, qui parle ukrainien. Et voilà, on a vu ce rôle indispensable de l'Institut français à Paris pour orienter tout le monde. Donc finalement, c'est un chemin. Et quand l'idée est venue d'une saison, et c'est en fait la partie ukrainienne qui nous a dit on aimerait vraiment encore aller plus loin, est-ce que vous seriez d'accord de faire une saison? Eh bien, on a dit oui, parce que on voit bien que ça nous permet aussi de monter d'un cran dans la visibilité pour le dialogue interculturel France-Ukraine, mais aussi la visibilité en fait pour la culture ukrainienne et pour l'Ukraine en France. Oui, quand on parle aussi de ce dialogue interculturel, ce serait tout à fait compréhensible et logique dans un temps de paix. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des circonstances extrêmement difficiles, puisque, comme vous dites, la guerre totale est là depuis 2022, la guerre de la Russie contre l'Ukraine dure ici depuis 11 ans, depuis 2014. C'est un état... Est-ce que le moment est bon, selon vous, pour justement parler de la culture, et quelle force à la culture quand la sécurité la plus basique, physique des gens est menacée en fait? Alors moi je pourrais vous répondre, est-ce que c'est important de parler de la culture? Je pourrais vous répondre oui, et finalement ça n'aurait aucun intérêt, parce que l'important c'est ce que les Ukrainiens pensent, parce que le front militaire, ce sont les Ukrainiens qui sont au front militaire. Or, ce sont les Ukrainiens qui nous ont demandé cette saison culturelle. Et pour moi, c'est ça l'important. C'est que finalement, même dans ce temps de guerre,
eh bien les Ukrainiens sont attachés à faire connaître leur culture, à faire vivre leur culture, à avoir cette créativité, cette résilience qui fait que la société ukrainienne est aussi forte, aussi résistante, aussi résiliente. Et finalement, quand vous dites est-ce que ça importe de parler de la culture alors que finalement notre pays est en guerre, mais la réponse, ce sont justement les Ukrainiens eux-mêmes qui l'ont donné. Oui, il faut parler de la culture. Et moi, qui ne suis pas du tout ukrainienne, mais je dirais, je vois ça comme aussi une évidence, parce que finalement, c'est quoi la culture? C'est quoi la langue ukrainienne? Mais c'est l'identité du peuple ukrainien. Le peuple ukrainien qui lutte pour sa survie avec les armes, mais qui lutte pour sa survie avec sa culture et avec sa langue. Et on a bien vu, en fait, dès le début de la guerre totale, comment la langue parlée par les Ukrainiens est passée du russe à l'ukrainien. Et ça veut tout dire, en fait. Et finalement, je comprends tout à fait que les Ukrainiens aient besoin de dire au monde: nous sommes Ukrainiens, nous avons notre propre culture, nous avons notre propre langue, nous ne sommes pas russes. Et c'est en ce sens que oui, c'est indispensable de parler de culture. Ce n'est pas parler de divertissement. Quoi qu'il n'y a pas de mal à parler de divertissement, les gens, en temps de guerre, ont aussi besoin d'espérer, ont aussi besoin de rire, ont aussi besoin de parler d'autre chose que de la guerre. Et tout à l'heure, je discutais avec des Ukrainiennes qui me disaient, mais il y a plein d'autres sujets dont on parle, de la santé, du féminisme, du développement urbain, de l'architecture. Et on veut compter dans ces dialogues, dans ces conversations internationales. L'Ukraine, c'est tout ça aussi. C'est pas que la guerre. Et c'est pas pour minimiser la guerre. Mais voilà comment, en fait, les Ukrainiens eux-mêmes ont envie qu'on les voie. Et je trouve ça important parce que, et pardon de dire ça, mais il faut quand même bien se souvenir que quand la guerre totale a éclaté, mais si vous aviez demandé à n'importe quel Français en France, c'est quoi l'Ukraine, c'est où l'Ukraine, c'est quoi la culture ukrainienne, mais je pense qu'on ne savait pas. Et pourtant, on est très proches les uns des autres. On ne savait pas. Donc, c'est important de dire, d'affirmer, de mieux faire connaître. Donc oui, c'est important, la culture, mais là je dirais comme arme de survie, comme arme d'existence, comme arme de création et donc de continuité de l'espoir. Oui, comme arme de résistance et de survie dans la guerre totale, cette identité qui s'affirme. Vous venez en Ukraine pour la deuxième fois, parce que vous avez visité déjà la capitale ukrainienne il y a 1 an et demi. Là, vous êtes avec votre deuxième visite. Quelles étaient vos impressions ce matin quand vous avez débarqué de ce train polonais qui venait de la Pologne jusqu'à Kiev? D'abord, quand je suis venue la première fois, je suis venue à l'invitation de l'Institut ukrainien. Donc, le directeur de l'Institut ukrainien m'a dit « Viens Eva, c'est important que tu viennes ». Et c'est ce qu'il m'a dit cette deuxième fois. Mais la première fois, j'ai mis un peu de temps à réaliser combien c'était important pour les Ukrainiens qu'on vienne en fait en Ukraine. Et j'avais un peu hésité parce que je me suis dit, mais organiser un programme pour moi, ça va demander du travail à tout le monde. Il y a le front militaire, tous ces gens qui se font tuer. Qu'est-ce que je vais aller faire, moi, à Kiev? Et en fait, en venant à Kiev, je me suis rendu compte combien c'était important de venir. Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touchée aussi. Et quand il m'a proposé une deuxième fois de venir, je peux vous dire, j'ai pas du tout hésité. Là, vraiment, j'ai pas du tout hésité. Et puis là, cette fois-là, l'idée, c'était de venir avec une délégation, avec des partenaires impliqués dans la saison. Donc, c'est très fort. Moi, mes impressions en venant, d'abord, par rapport à la première fois, en plus, c'est d'abord... les collègues ukrainiens de l'Institut ukrainien étaient là à la sortie du train et ça m'a fait tellement plaisir de les voir. Voilà, là on est quand on parle de la saison, du dialogue interculturel, on est dedans. On était heureux de se faire la bise, de se dire « Ah, enfin, on se voit ». Et puis finalement, on est arrivé sous le soleil. On est content d'être arrivé après ce long voyage. Et puis, cette impression que cette ville Kiev est tellement belle. Elle est tellement belle.
Et c'est vrai que la douceur de vivre à Kiev, on la perçoit et on se dit, mais avant la guerre, mais quel bonheur de vivre à Kiev. Et, et, et on comprend l'attachement des Ukrainiens à cette ville qui est si belle. Et on se dit, mais vivement la guerre, qu'on puisse revenir plus longtemps, qu'on puisse vraiment, évidemment, que les Ukrainiens vivent en paix et que nous, avec tout ce qu'on aura appris sur les Ukrainiens, on vienne avec un regard tellement différent d'avant. Parce qu'avant, on n'avait pas de regard, finalement. Et là, moi, j'étais contente, en fait, de venir avec cette délégation composée de gens qui ne sont jamais venus en Ukraine et qui n'ont pas hésité non plus à venir à notre invitation. Et je dois dire que c'est assez fort de partager ça. Et je crois que c'est aussi... ça, la force d'une saison, c'est qu'on partage tellement de choses, mais cette saison est très particulière. Et puis là, on a partagé un voyage qui est très long, et puis finalement, qui fait partie, quelque part, d'une transition entre la vie qu'on a en France et puis arriver dans cette ville où, bien sûr, les gens vivent le plus normalement possible. Mais voilà, il y a des alertes aériennes, il y a des chars cabossés près du ministère des Affaires étrangères, il y a la place Maïdan avec toutes ces photos extrêmement bouleversantes. Il y a des coupures d'électricité. Nous parlons au moment où, justement, où il y a une coupure d'électricité, nous fonctionnons avec un générateur. Exactement. Et ça rappelle le réel. Parce qu'on pourrait avoir l'impression... On va dans un très bon restaurant à Kiev, il y a plein de bons restaurants, on mange bien, on voit des gens dans la rue, etc. On pourrait finalement avoir l'impression que, est-ce que c'est vraiment un pays en guerre? Et là, ça nous rappelle le réel, parce que le front, il est plus loin, mais il y a toujours ces bombardements sur Kiev, il y a ces bombardements sur des centrales de génération d'électricité qui ont un impact. Donc on touche du doigt certaines réalités, et je pense que c'est important. C'est important, au sens de la réalité. Quand vous parlez de cette saison qui est encore à venir, saison ukrainienne en France à venir, évidemment la culture ukrainienne, c'est par plusieurs aspects, une terra incognita pour plusieurs Français. Évidemment, vous avez déjà, l'équipe ukrainienne, évidemment, et vous aussi, vous avez fait les choix. Qu'est-ce qu'on montre, sur quoi est-ce qu'on met accent? Est-ce que vous pouvez décrire, faire une synthèse de qu'est-ce que le plus important à montrer en France de cette culture ukrainienne aujourd'hui, en 2025-26? D'abord, moi, je pense que ce qui est important à montrer, c'est que la culture ukrainienne, elle est singulière. Elle est elle-même. Elle n'est pas le succès d'année d'une autre culture ou elle n'est pas ce qu'on invente aujourd'hui pour justifier qu'on fait la guerre. Non, elle existe depuis longtemps. Et ça, on ne le sait peut-être pas assez. Et puis, je pense que c'est montrer combien elle regorge de vitalité. C'est incroyable. Et je prends l'exemple, par exemple, de Yorina Tchornohous, qui est militaire, mais qui est aussi poétesse, qui vient de sortir son livre en français. Voilà, il y a tout ça qui se mêle. Il y a la réalité militaire et puis il y a la création qui continue. Et je pense que ça, c'est important de le montrer. On a fait le choix aussi, dans cette saison, de s'appuyer, ou en tout cas de mettre en visibilité les relations que les villes ont entre elles. Par exemple, Lille avec Kharkiv, Marseille avec Odessa et Kiev. Et je pense que ce sont des relations qui, pour certaines, sont récentes, qui datent de la guerre totale, pour d'autres sont plus anciennes. Et finalement, on s'est dit, on va activer ces relations-là, parce que le sujet, c'est de creuser des sillons qui dureront bien après, je dirais, la saison, bien après la guerre, et d'activer ces partenariats très structurants. Je pense que c'est important. Ensuite, ça veut dire... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la saison, elle aura lieu à Paris, mais aussi dans beaucoup d'autres villes. Et ensuite, sur les thèmes, je pense qu'on a essayé de mettre l'accent sur des thèmes très, je dirais, très forts, des secteurs très forts, dans les villes, d'avoir des temps forts sur des secteurs dans chaque ville. On va avoir beaucoup d'opéra et de théâtre à Lille. On va avoir à Marseille. Alors là, on est vraiment sur comment on élargit les partenariats entre institutions culturelles franco-ukrainiennes au reste de l'Europe. Donc vraiment une grande rencontre. On a quelque chose sur l'art contemporain à Nantes.
Donc, vous voyez, c'est en discussion avec chaque ville, avec chaque jumelage, que on construit cette saison. Mais l'idée aussi, c'est bien au-delà de l'artistique, dans un sens culturel très large, de se dire comment on parle aussi des droits humains. Donc, on aura toute une séquence sur les droits humains autour du 10 décembre. Pardon. Comment on parle de la lutte contre la désinformation, comment on parle de la santé, comment on parle des droits des enfants et de l'éducation. Donc vous voyez, quand on parle de saison, on parle de tout en fait. Et on en parle par l'artistique, on en parle par la liberté d'expression et le débat, on en parle par les témoignages, et les témoignages, ça peut être autour de débats, ça peut être autour de lecture de textes, etc. Et voilà, je pense que ça va couvrir un champ très large pour justement montrer comment la culture s'infiltre partout, et comment les outils culturels, les créations culturelles permettent de traiter de tout. Permettre de traiter de tout et puis de se connaître, voilà, faire ces jumelages entre villes. Donc ça fait aussi de faire découvrir la géographie de l'Ukraine, qui ne se limite évidemment pas à la ville de Kiev, la capitale, et l'Ukraine qui est comparable en termes de surface à la France. On peut évidemment mettre beaucoup de paires de villes, de jumeaux en fait ensemble, et puis de voir les choses qui nous unissent, les choses qui sont différentes et qui peuvent provoquer la curiosité d'apprendre qu'est-ce que c'est l'Ukraine. Le thème central de cette saison, vous me corrigez si je me trompe, c'est le voyage en Ukraine. C'est ça, c'est l'idée de voyage. C'est le titre. Ouais. C'est le titre. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que c'est le voyage, c'est-à-dire comme si on permettait au public français d'embarquer, je ne sais pas, dans un train ou dans un bus, pas d'avion, hein, parce que les aéroports sont fermés. Donc, et de faire ce parcours, en fait, de découvrir ce pays. Pourquoi ce thème de voyage est tellement important? Parce qu'il figure comme titre de cette saison. Je vais faire le lien avec ce que je disais un petit peu avant. C'est important pour les Ukrainiens qu'on vienne en Ukraine. Donc faire ce voyage est important, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et tout le monde ne veut pas le faire. Et tout ça est totalement respectable et légitime. Donc c'est un peu aussi un voyage empêché. Mais finalement, comment on voyage dans l'univers ukrainien, dans la culture ukrainienne, quand on ne peut pas ou qu'on ne souhaite pas voyager physiquement vers l'Ukraine. Et en fait, là, donc, on propose de voyager mentalement, artistiquement, culturellement en Ukraine, tout en étant en France. Mais il y a un sous-titre à ce titre. Il y a un slogan qui est « La culture contre-attaque ». Et je trouve que c'est extrêmement important, ce titre, le voyage en Ukraine, avec ce sous-titre, « La culture contre-attaque ». Et je reviens à ce qu'on se disait aussi au début de cet entretien, qui est la culture comme arme d'affirmation de l'identité et comme arme de survie. Et je pense que c'est ça qu'on veut montrer dans cette saison. Encourager les gens à aller vers l'Ukraine, à aller vers ce voyage imaginaire ou réel, et à réaliser à quel point la culture et les créations culturelles ukrainiennes sont des forces. Je vois tout à fait facilement pourquoi ce sous-titre, l'air contre-attaque, la culture contre-attaque, peut être important et même thérapeutique pour les Ukrainiens. Parce que pour une fois pour toutes, on essaie de sortir de cette image de victime. Et évidemment, cette image de victime qui a une longue histoire en Ukraine. L'Ukraine est un pays de victime de cet impérialisme russe, victime de de génocides durant l'Holodomor des années 30 du XXe siècle. Victime aussi aujourd'hui parce que l'attaque russe, il n'y a personne qui l'a voulu, personne qui l'a provoqué, parce que personne ne l'a cherché. Et donc, une fois de plus victime, en fait, de cette attaque russe. Mais à la fois, il y a cette soif, en fait, de renverser le rôle et puis de dire qu'à part être victime, ce qui est à la surface, on peut voir dans ce qui fait l'Ukraine aujourd'hui et ce qui fait la culture ukrainienne, c'est que de contre-attaquer et puis de dire que, ah ben non, et nous,
nous sommes en capacité de défendre ce qui est à nous. Vous avez évoqué tout à l'heure ce fait que plusieurs Ukrainiens ont changé pour la langue ukrainienne et puis ils refusent cette assimilation russe, etc. C'est de renverser, de dire que nous proposons quelque chose de nouveau, non seulement pour nous, évidemment, mais tout aussi bien, on espère aussi pour l'Europe, c'est-à-dire cette capacité de défendre les armes à la main, la culture d'une manière active, ce qui est cher, on espère, à tout le monde en Europe, c'est-à-dire les droits de l'homme, droits humains que vous avez évoqués, la dignité humaine, la liberté, la liberté de choisir, la démocratie, tout court. Est-ce que ça trouve une certaine résonance avec ce que vous observez quand vous pensez à cette saison qui est encore à venir? Complètement. Je pense que le sujet, c'est que finalement, on se rend compte qu'on est beaucoup plus proche qu'on ne le pensait, en termes de valeurs notamment, de valeurs démocratiques, de valeurs de défense de la liberté, de volonté d'arrimage à l'Ouest pour l'Ukraine. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, et je ne suis pas la seule, c'est la force de caractère des Ukrainiens. Leur capacité à être debout, à être vivant, à se battre pour tout ça. Et je crois que ça impressionne le monde entier en réalité. C'est assez impressionnant et je fais le lien avec ce que vous me dites et vous n'êtes pas la seule à me le dire. Nous, on ne veut pas être vus comme des victimes. Mais c'est quand même admirable que vous ne vouliez pas être vus comme des victimes parce que vous êtes quand même des victimes. Et combien de peuples se diraient non, nous, on ne veut pas le rôle de victime. Combien de peuples, au contraire, se diraient ben, si, on est des victimes, aidez-nous, on est des victimes. Et les Ukrainiens, vous vous dites non, on n'est pas des victimes. On n'est pas que des victimes. Regardez tout ce qu'on a d'autre à dire et à offrir. Et ça, je dois dire, ça provoque en moi une énorme admiration. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, cette force de caractère que les Ukrainiens, que la population ukrainienne, que la société civile ukrainienne, qui est réputée pour être aussi forte de longue date, visiblement, de tout ce que j'ai lu de l'Ukraine, c'est une des caractéristiques, cette force, cette vitalité de la société civile ukrainienne. Là, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait admirable. Et ça me fait penser à votre hymne national, qui commence par l'Ukraine n'est pas morte ou l'Ukraine n'est pas encore morte. C'est vraiment cet esprit de résistance, mais dans la volonté aussi de nous montrer à nous, que vous avez les mêmes valeurs et que vous êtes en Europe à vous battre pour des biens communs, en fait. Des biens communs qui nous sont chers à nous tous. Mais nous, on en profite tant que peut-être on a oublié le prix de ces biens communs aussi. Et sans doute le dernier thème que je voudrais aborder, qui n'est peut-être pas directement lié à la saison, mais évidemment lié. On connaît qu'en France, il y a quand même ce poids et ce rôle de la culture russe qui était là, qui était présente pendant des décennies, voire plus en fait. Est-ce que vous observez dans tout ce que vous faites à l'Institut français, comment le rôle de la culture russe, comment son statut, comment son image a-t-il changé ou pas changé après le début de la guerre totale en 2022? Je crois que d'abord, il y a eu des réactions très fortes, du type on déprogramme tout ce qui est russe, ou au contraire, ah ben non, on ne peut pas déprogrammer tout. Certains artistes russes morts depuis des siècles ne sont pas responsables. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu beaucoup de questionnements. Que faire? Voilà. Je pense qu'il y a eu aussi une envie de se dire, mais finalement, il y a aussi des dissidents russes, il y a aussi des Russes qui ne sont pas d'accord avec la guerre. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas organiser quelque chose avec des Ukrainiens pour montrer que ce dialogue par la culture peut dépasser ce qui se passe? Bon, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, on n'essayerait même pas d'aller sur ce terrain-là. Je pense qu'on a tout à fait compris. On a tout à fait compris que non, les Ukrainiens se battent pour leur pays, pour leur survie, pour leurs frères, leurs pères, leurs amis qui sont au front. On respecte ça.
on respecte ça. Donc, mais il a fallu tout un cheminement. Et il a fallu tout un cheminement qui, à mon sens, et d'un point de vue français, est normal. Parce qu'encore une fois, ce sont des réalités que nous, on ne connaissait pas si bien. Il y a aussi toute une discussion sur finalement tel artiste, est-ce qu'il est russe, est-ce qu'il est ukrainien? Parce que l'histoire des deux pays, l'histoire des gens, l'histoire des familles, souvent, sont tellement entremêlées. Donc, je pense que ce chemin et cette réflexion, ils ont été normaux, ils ont été nécessaires et continuent aussi sans doute. En tout cas, de la part des institutions, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a comprises et voilà, il y a des questions qu'on n'aborderait plus du tout de la même façon parce que nous, aujourd'hui, on est dans la solidarité avec l'Ukraine, à organiser cette saison ukrainienne qui est centrée sur la culture ukrainienne. Et je voudrais dire, parce qu'on l'a pas encore dit, mais cette saison, c'est pas nous, Institut français, qui l'organisons tout seul. On la co-organise avec la partie ukrainienne. Et là, je citerai évidemment l'Institut ukrainien. Mais vous voyez, tout à l'heure, j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'étais au ministère de la Culture ukrainien. Je rencontre au cours de ces 2 jours de visite énormément d'auteurs, énormément d'institutions culturelles, de réalisateurs, etc. Donc, c'est bien avec les Ukrainiens qu'on l'a fait. Et ce n'est pas nous qui disons « Ah tiens, on va montrer tel artiste, on va parler de ça, on va faire ça ». Non, c'est vraiment tout un dialogue au cours de laquelle la partie ukrainienne peut tout à fait nous dire « Non, ça non, on ne va pas le montrer comme ça, ça non, tel artiste, voilà, on préfère autre chose ». Parce que, si vous voulez... Et là, on est dans l'écoute. Là, on est vraiment dans l'écoute et le dialogue parce que c'est des réalités complexes dont on ne maîtrise pas, nous, toutes les subtilités. Mais justement, tout ce travail ensemble permet d'apprendre tellement, de décrypter tellement et permet de mieux se connaître. Et aussi, je dois dire, de mieux se connaître dans nos façons de travailler. Vous voyez, on a évidemment une appréhension du temps qui n'est pas la même. Nous, quand on nous dit, pendant la saison, on aimerait faire telle exposition, alors nous, on va voir un musée français qui nous dit « Ah bah non, ma programmation, elle est faite pour les 3 prochaines années », alors qu'en Ukraine, comment vous projetez au-delà de la semaine prochaine, vous voyez ? Et ce sont ces choses-là que nous, on ne peut pas deviner si on n'y est pas confronté, parce que notre réalité est différente. Et c'est en ça que travailler ensemble, mais de façon imbriquée, c'est-à-dire décider ensemble, c'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas les mêmes mentalités, on n'a pas les mêmes façons de faire, on n'a pas les mêmes contraintes non plus, mais c'est ça qui nous apprend tellement. Et je dois dire que c'est ça qui nous rapproche considérablement. Merci beaucoup, Eva, pour cet échange, pour votre entretien. Et espérons qu'un jour, justement, en sortant dans les rues de Paris, en parlant de l'Ukraine, un citoyen normal français saura de quoi il s'agit. Il saura un auteur ukrainien, un peintre ukrainien, une musique ukrainienne ou autre chose. Et que ça sera connu de la même manière que la culture française est connue et très appréciée ici en Ukraine. Oui. Et là-dessus, je dirais qu'il y a énormément de chemin qui a été parcouru. Et j'étais encore dans une librairie samedi dernier à Paris et je vois comment la littérature ukrainienne ou les écrits sur l'Ukraine sont représentés. Voilà, la visibilité est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tatiana. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tatiana Ogarkova. J'avais à mes côtés Eva Nguyen-Bin, présidente de l'Institut français qui co-organise avec l'Institut ukrainien une saison culturelle ukrainienne en France du décembre 2025 au mars 2026. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.